Voilà, donc j'arrive enfin à l'antimatière, que vous attendiez tous. Après tout, il faut bien que j'en parle un peu. Et la question est évidemment ce qu'est l'antimatière. Et voilà la réponse. C'est tout simplement une forme symétrique avec la matière d'énergie. Matière et antimatière arrivent toujours en paire. Et si j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est en fait l'électrodynamique quantique qui prédit, parmi autres, que les propriétés de la matière et de l'antimatière sont absolument identiques. Et donc, chaque fois que je produis une particule d'antimatière, une particule de matière à partir de l'énergie, obligatoirement, j'en produis une d'antimatière. Je les produis toujours par paire. Et ce processus peut aller dans les deux sens. Je peux retransformer l'antimatière avec sa particule correspondante en énergie. Donc c'est un processus de création et d'annihilation qui peut, en principe, continuer sans arrêt. Et à chaque fois qu'il y a une annihilation, il va y avoir à nouveau transformation en énergie et à nouveau création ou formation de paires de particules et d'antiparticules. Et donc, si je regarde ce que ça veut dire au moment du Big Bang, quand l'univers était plein d'énergie, c'est très clair, c'est que la moitié de l'univers doit être formée d'antimatière, l'autre moitié de matière. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a tout simplement aucun moyen de différencier la lumière émise par un atome de celle émise par un antiatome, puisque leurs propriétés sont identiques. La propriété d'un proton est identique à celle d'un antiproton, celle d'un électron à celle d'un positon. Les systèmes composés vont avoir les mêmes propriétés, et donc la lumière, la couleur de la lumière va être identique. Et donc, dans cette image-là, je ne vais pas pouvoir différencier entre cette étoile-là, qui est peut-être faite de matière, et celle-là, qui est peut-être faite d'antimatière. En fait, le seul moyen de voir s'il y a de l'antimatière dans l'univers, c'est de regarder le processus d'anéantissement où matière et antimatière se rencontrent. Donc de profiter du fait qu'il y a des collisions à l'intérieur de l'univers de zones faites de matière avec d'autres zones qui peuvent être faites soit de matière, soit d'antimatière. Et dans ces zones-là, en particulier, les rencontres entre des électrons et des positons vont faire la même chose dans l'univers que ce qui se passe à l'intérieur du corps lorsqu'on le soumet à la tomographie à émission de positons. La lumière émise par cet anéantissement est une lumière spécifique, une couleur spécifique, qui correspond à 511 keV. Et c'est cette signature-là qu'on va chercher en regardant uniquement dans cette fenêtre-là de couleur. Et ce que l'on voit, si on se concentre uniquement à cette couleur-là, je suis trop impatient comme toujours, désolé, je repars là-dessus. Donc c'est la même image maintenant, mais uniquement dans cette couleur-là, on ne voit qu'un rayonnement qui vient du centre de notre propre galaxie. C'est le seul endroit de l'univers que nous pouvons voir, où nous pouvons voir de l'anéantissement de matière et d'antimatière. Et ce signal-là correspond à peu près l'équivalent de 3 étoiles qui se sont anéanties depuis le début de la formation de notre galaxie, il y a 10 milliards d'années. C'est une quantité énorme d'antimatière, mais ce sont seulement 3 étoiles, comparées aux centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Donc ce n'est pas l'antimatière primordiale que nous cherchons, c'est un autre mystère dont on ne connaît pas encore la résolution, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que je vois sur cette image, c'est en fait le noir tout autour, qui correspond à l'absence complète d'anéantissement dans l'univers, et donc l'absence d'antimatière dans l'univers visible. En fait, l'image qu'on peut représenter est celle-ci. À gauche, la distribution de matière, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. À droite, la même chose pour l'antimatière, où il n'y a rien. L'antimatière est complètement absente de l'univers, et cela demande une explication. Ça demande une explication sous forme de brisure de la symétrie, de l'identité des caractéristiques de la matière et de l'antimatière. Et donc ces caractéristiques sont très simples. Il n'y en a pas beaucoup. C'est soit les propriétés intrinsèques, donc la charge d'une particule et de son antiparticule, la masse, le temps de vie. Et ces symétries qui correspondent à ces propriétés intrinsèques sont des symétries de charge, des symétries de miroir, donc la physique est la même que je la regarde dans ce monde ou dans un miroir,
d'une particule positive ou une particule négative. Et la dernière symétrie, c'est la symétrie du temps, à savoir que la physique est la même, que je fasse tourner la physique en avant, en arrière. Donc que je filme un objet tomber, il tombera exactement de la même manière. Il se comportera de la même manière si je fais tourner le film à l'envers. Ça, ce sont les propriétés intrinsèques, les symétries fondamentales. Les autres possibilités sont les couplages aux forces externes, donc les forces qui sont les forces électromagnétiques, forces faibles et gravitationnelles. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est une expérience qui essaye de mesurer justement l'interaction gravitationnelle. On a déjà testé les interactions électromagnétiques, on a testé les interactions faibles de la matière et de l'antimatière, on ne voit pas de différence. Par contre, il a été jusqu'à présent impossible de tester l'interaction gravitationnelle de l'antimatière. Et le but de mon expérience, c'est d'essayer de faire ce que ce monsieur ici essayait de faire il y a 400 ans, en laissant tomber deux objets de composition différente pour regarder si la gravitation dépendait de la composition d'un objet. Si laisser tomber une balle de bois et une balle de fer différenciaient dans leur comportement la trajectoire qu'allaient suivre ces deux objets. Donc de savoir si les deux objets tombent au même moment. Et pour faire une expérience comme ça, il faut tenir l'objet avant de le laisser tomber. Et le tenir veut dire le garder à une température extrêmement froide, une vitesse extrêmement faible, une vitesse ou une température que nous pouvons encore atteindre. Il s'agit d'une température d'environ 1 microkelvin. Et nous ne savons pas encore laisser tomber de l'antimatière à cette température-là, parce que nous n'arrivons pas à refroidir l'antimatière à cette température-là. Mais il y a une deuxième méthode qui permet de mesurer l'interaction gravitationnelle de l'antimatière, et c'est de la tirer comme cet appareil-là, de tirer des boulets de canon qui vont suivre une trajectoire parabolique. Et en mesurant cette trajectoire parabolique avec l'antimatière, même si cette particule où cet objet se déplace assez rapidement, on pourra mesurer l'interaction gravitationnelle. Alors voilà l'appareil qui est utilisé pour faire ces mesures. C'est un énorme canon, enfin, pour les physiciens des particules, c'est un tout petit appareil, il ne fait que 6 mètres de long. Au cœur de cet appareil ici se trouve le canon. C'est là-dedans que nous formons des atomes d'antihydrogène, des atomes neutres, parce que la gravitation est tellement faible que si elles étaient chargées, si nos boulets de canon étaient chargés, elles seraient trop affectées par les interactions électromagnétiques, former des boulets de canon qui vont être lancés à travers cet appareil-là. Lancés pour se déplacer horizontalement jusqu'à ce qu'elles heurtent une paroi qui permet de mesurer de combien elles sont tombées. Nous interposons des filtres entre ici et là pour construire une image périodique. Et ces filtres définissent des zones d'arrivage des atomes qui, sur une distance d'environ 1 mètre, vont tomber à peu près de 10 microns. Donc, un tiers de l'épaisseur d'un de mes cheveux sur cette distance-là. Donc, il faut un appareil extrêmement sensible et extrêmement précis pour voir les effets de la gravitation sur ces atomes qui volent, si elles étaient à la vitesse de la lumière, qui voleront tout droit, mais grâce à la gravitation, vont être légèrement infléchis vers le bas et vont tomber un tout petit peu plus bas. Au moment où ces atomes d'antimatière vont toucher de la matière, ils vont s'anéantir et on va pouvoir reconstruire ces points d'anéantissement un par un pour voir si, au lieu de voler complètement horizontalement, ces atomes sont déplacés vers le bas très légèrement. On mesure chacun de ces points d'anéantissement avec une précision aussi grande que possible. Et c'est là qu'intervient la photographie, parce qu'il n'y a pas de détecteur de points d'anéantissement plus précis que les plaques photographiques. Voilà de quoi a l'air une interaction entre un atome d'antihydrogène, ou plutôt un antiproton, et une plaque photographique. C'est en fait la première image d'une interaction entre un antiproton et de la matière. L'antiproton arrive par ici, ralentit, s'arrête, et au moment où il s'arrête, il s'anéantit. Sur un noyau, l'énergie d'anéantissement fragmente le noyau, et ces fragments nucléaires vont se déplacer dans tous les sens, et comme l'antiproton rentrant,
vont laisser des traces derrière elles. Et donc, d'une certaine manière, on voit ici la disparition de l'antiproton et l'apparition de particules secondaires dans cette annihilation. C'est la première image qui date de 1956. Depuis, on a des images un peu meilleures. Nos plaques photographiques sont plus sensibles, on a de plus belles images. Voilà 4 anéantissements dans la même plaque. Une ici, une là, une là, une là. Toutes sont des disparitions d'antiprotons et l'apparition de fragments nucléaires et de particules dont les temps de vie sont extrêmement courts. Alors, une plaque photographique, et c'est là que ça devient intéressant, n'est pas un objet deux-dimensionnel. L'anéantissement traverse ces plaques photographiques. Les particules qui sont produites traversent ces plaques photographiques, et comme nous avons une résolution extrême dans ces plaques photographiques, nous pouvons passer à travers la plaque photographique et regarder couche par couche, micron par micron, ce que nous voyons dans un microscope qui focalise à différents niveaux de ces plaques photographiques. Et ce que nous voyons, c'est en fait les fragments qui se déplacent en 3 dimensions. Ce n'est plus une image deux-dimensionnelle, c'est une image 3-dimensionnelle qui en plus peut être reconstruite maintenant. On peut reprendre cette image et la retransformer en un objet 3-dimensionnel. Cet objet est l'image de l'anéantissement. C'est une image 3-dimensionnelle, ce n'est plus une image 2-dimensionnelle, mais vous voyez encore le point où l'anéantissement a lieu. C'est ici, l'antiproton est entré dans l'émulsion et s'est anéanti à l'intérieur de l'émulsion, juste pratiquement à la surface de l'émulsion. Mais pour des raisons techniques, nous allons devoir procéder autrement. Dans notre appareil, nous ne pouvons pas injecter les atomes d'antihydrogène dans les plaques photographiques parce que les plaques photographiques doivent être placées dans le vide. Pour pouvoir faire ces expériences, nous avons besoin d'un vide extrême. Or, les plaques photographiques émettent de l'eau, parmi autres, et polluent le vide. Donc, nous allons devoir séparer le vide où les atomes sont produits, où ils volent, de l'appareil avec lequel nous allons les détecter. Ça, c'est ce qu'on voit lorsque les atomes d'antihydrogène touchent la plaque photographique. Donc, vous voyez le point et les fragments qui en sortent. Mais en réalité, ce que nous allons voir, nous, ce sont des images comme celle-ci, où l'annihilation a lieu au-dessus de la plaque photographique. Elle est séparée par une mince couche métallique. Et ce que nous voyons sont les fragments qui apparaissent par la suite. Donc, l'anéantissement produit des fragments ici. Nous pouvons bien sûr reconstruire cette image dans notre tête. Là, vous voyez les fragments qui se retrouvent, qui viennent d'un seul point et qui nous permettent de trouver le point où s'est anéanti l'atome d'antihydrogène et de ne laisser que ce point-là. Ça, c'est l'image dont nous avons besoin pour faire l'expérience. C'est le point d'anéantissement que nous devons mesurer avec une précision d'environ 1 micron. Mais ça, c'est le point de départ. Et donc, si on regarde ce qui s'est passé là-dedans, c'est en fait qu'il y a des questions maintenant qui ont un impact sur la photographie. Et c'est pour ça que nous avons collaboré. La première conséquence sont des questions de temporalité et de dimensionnalité. Temporalité parce qu'une plaque photographique absorbe de la lumière pendant un certain temps. Si vous ouvrez votre appareil photographique pendant 1/10 de seconde, la lumière qui va être accueillie à l'intérieur de cette plaque photographique aura eu le temps de traverser 30 000 km. Donc ce que vous avez dans votre image, c'est en fait un volume de 30 000 km de large qui est aplati en une seule image. C'est un long temps, un temps beaucoup plus long que la vitesse de la lumière. Les plaques avec lesquelles nous travaillons, nous, sont la même épaisseur, mais les particules qui laissent leurs traces ont quitté la plaque photographique en un temps moins que ce qu'il faut à la lumière pour traverser cette plaque. Donc c'est en quelque sorte une image figée dans le temps. C'est un instantané, un vrai instantané, pas comme une image photographique que l'on appellerait instantanée. La deuxième chose, c'est que les images que nous formons sont des images
dans les images classiques, des images deux-dimensionnelles. Les images que nous avons avec l'anéantissement d'antiprotons sont des images trois-dimensionnelles. Je vous ai montré l'image en 3D, c'est une vraie sculpture, c'est une sculpture photographique plutôt qu'une image photographique. La deuxième chose, c'est que j'aimerais parler de la matérialité et de l'immatérialité de l'image. Une photographie classique est un dessin avec la lumière dans un support graphique. Linda va parler tout à l'heure de Hercule Florence, d'où vient le nom. On grave, on dessine avec la lumière. Et ces photons qui sont dans la plaque photographique, elles sont absorbées. Ce sont des photons qui ont été en contact avec l'objet photographié et qui, en quelque sorte, ramènent une partie de l'essence de ce qu'elles ont touché dans la plaque photographique. La plaque photographique absorbe ces photons. Dans notre cas, lors d'un anéantissement, ce qu'on a, ce sont des traces du passage de particules subatomiques qui quittent l'émission. Elles ne sont pas arrêtées dans l'émission, elles sont parties, elles sont en dehors de l'émission. Elles ne dessinent pas à la surface de cette émission, elles dessinent à l'intérieur, dans le volume de l'émission. Elles ne sont pas absorbées. L'image est un effleurement évanescent et plus rapide que ce qu'il faut à la lumière pour parcourir cette épaisseur. Et la dernière chose, et c'est peut-être le plus important dans cette histoire, c'est que ce que nous photographions, l'antimatière, l'antiparticule, l'atome d'antihydrogène, n'est pas là. Il n'est pas dans l'image. Elle a disparu avant même que l'image a été prise. Ce que nous voyons, c'est en fait la trace, l'écho de son existence. C'est l'absence du référent. Le référent dont parlent ces images n'est plus dans l'image. Elle a disparu avant même que l'image ait pu être prise. Voilà, donc ce sont juste quelques aspects qui nous ont amenés à discuter d'autres questions liées à cette problématique. Alors, juste avant que Michael et moi vous présentent notre expérience un peu désespérée et full, je voulais vous présenter un groupe d'images qui peut-être vont aider à comprendre d'une façon très terrestre, je dirais, ce que Michael vient d'expliquer. Ils ont à voir avec un anéantissement de genres différents, disons plutôt d'histoire humaine et de vie. Et ils ont à voir avec le concept de instantané. Je suis partie pour une recherche de ces images de Sarah Charlesworth, qui est une artiste conceptuelle américaine qui est décédée il y a quelques années, malheureusement. C'est des images qu'elle a prises des archives des journaux américains qui ont été publiés pendant les années 70 et 80. De personnes qui, comme vous voyez, se jettent dans le vide. Elle a pris ces images qui ont été faites par des photographes professionnels, anonymes. Elle les a agrandies et présentées, décontextualisées dans une galerie. J'ai commencé à penser à la figure du photographe qui avait réalisé effectivement les images. C'est sûrement pas le cas de quelqu'un qui passait là et a vu la scène et a dit « je prends la photo ». C'est impossible. Pour qu'une image de ce genre se réalise, il faut que quelqu'un se pose en position, attend le juste temps, réalise une série d'images et après choisit la juste image. On peut dire un peu cyniquement la juste image. Vous avez un exemple d'autre genre que sûrement beaucoup de vous se vont rappeler. C'est une image
de Richard Drew, un correspondant de chronique américain, qui a réalisé cette image iconique du 11 septembre 2001, The Falling Man, sur laquelle on a réalisé un film pour retracer l'identité de cette personne qui s'est jetée dans le vide. Alors, comme je disais, j'ai commencé à penser à toute la série des images qui ont été jetées, qui n'ont pas été choisies parce qu'elles n'étaient pas la bonne image de la série. L'image qui raconte le plus poétiquement possible un choix dramatique. Je pense qu'il y a sûrement dans les archives des images de l'attente, du moment où on ne sait pas quoi faire. Et j'en ai trouvé beaucoup, plus de 120. Celle-ci est une de celles que je trouve le plus symbolique. Derrière cette image, il y avait une petite écriture. J'ai rien à faire avec ce titre. Il était déjà là, Contemplation of Death. Comme vous voyez, il y a un jeune homme assis sur le rebord de la fenêtre. Il regarde vers le bas. Il semble être en train de penser à se jeter. Et si on observe attentivement cette image, on découvre que le point de vue est plutôt intéressant. Il nous raconte quelque chose. Il est bien probable que pendant la longue indécision de ce jeune garçon, une foule s'est rassemblée dans la rue, que quelqu'un, un journaliste, un photographe, a eu le temps de monter les escaliers du bâtiment en face et se mettre à la fenêtre pour obtenir un point de vue frontal, rapproché, pour prendre cette photographie et documenter ce qui est en train de passer. Cela reste pourtant en suspendu, en suspense. Nous ne savons pas si ce que nous craignons a vraiment eu lieu ou pas dans la série d'événements qui ont défini la vie de ces garçons. Se jettera-t-il? S'est-il jeté? Va-t-il mourir? Et s'il est mort, est-il mort à ce moment-là? Dans ce texte visuel, il est impossible de reconstituer la vie de ce jeune homme. Cette image devient pure suspension, un 30e de seconde dans le temps et dans l'histoire. Elle ne documente rien du tout. Donc, c'est l'idée d'instantané dont Michael parlait avant, qui est ici mise en jeu. Comme on disait, un 30e de seconde, c'est un temps incroyablement bref, mais pas si bref, parce qu'on peut encore obtenir un 60e de seconde, un 120e de seconde. Mais ce que Michael racontait avant, c'est le temps absolu, le temps immédiat. Un temps qu'on ne peut pas diviser par lui-même. Il y a encore une histoire liée à ce genre d'image. C'est l'histoire de John Ward, un jeune garçon de 26 ans qui s'est posé sur cette fenêtre du Gotham Hotel de New York en 1938. Et il est resté là 14 heures avant de se jeter dans le vide. Dans la rue, se sont recueillis des milliers de personnes, 400 policiers pour maintenir l'ordre. Et le suicide qui a eu lieu finalement a été filmé. Pour la première fois de l'histoire, c'était un suicide filmé. Imaginez qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas transmettre un film de ce genre à la télé. Apparemment, John, il s'est jeté dans le vide après 14 heures en regardant les gens qui regardaient lui, et il disait « I cannot disappoint them now ». Donc,
ça aussi, c'est encore une idée de fraction, de différents moments, d'une longue attente qui a un final très dramatique. C'était pour raconter encore une fois que l'image sans contexte, sans toute l'histoire, n'a aucun pouvoir. Et cette fraction de temps qu'on immortalise, c'est bien le cas de le dire, sur la plaque photographique, ça n'a pas le pouvoir de nous raconter toute l'histoire complète. Bon, j'invite maintenant Michael à interagir avec moi pour vous raconter pourquoi on s'est connus et comment on a commencé à avoir une conversation ensemble.